Le Président, Monsieur Ivetic, si vous êtes prêt, vous pouvez poursuivre. Monsieur Ivetic, oui, Monsieur le Président, merci. Je voudrais, Monsieur le Président, attirer votre attention sur d'autres éléments de preuve qui vont à l'encontre de l'existence de l'intention spécifique génocidaire du général Mladic. Je voudrais attirer votre attention sur le compte-rendu de la 16e session d'Assemblée du 12 mai 92, dans lequel le président Karadzic a formulé 6 objectifs stratégiques du peuple serbe. Le procureur a considéré que le président Karadzic avait promu le développement et la mise en œuvre du SDS et des politiques des Serbes de Bosnie qui avait l'intention de mettre en œuvre l'objectif de l'entreprise criminelle commune et que les 6 objectifs stratégiques sont la preuve de cette action concertée dans le cadre de l'entreprise criminelle commune. Nous considérons la même chose que ce qu'a considéré la Chambre dans l'affaire Sikirica. La Chambre de première instance dans l'affaire Sikirica a considéré que la doctrine générale du dirigeant serbe, y compris les 6 objectifs stratégiques, qui propageait la persécution à Prijedor et était dirigée contre la communauté non serbe, elle existait bel et bien, mais n'a pas trouvé qu'il s'agissait là-dedans, qu'il y avait là-dedans l'intention génocidaire. Dans les chambres Stakic et Krajišnik, les conclusions étaient les mêmes. Nous considérons que le procureur n'a pas présenté de moyens de preuve pour rejeter cette conclusion et conclure autrement. De plus, le général Mladic était opposé à l'adoption de 6 objectifs stratégiques. Voici ce qu'il a dit. Nous devons appeler chaque homme qui s'est penché pour toucher du front la terre, pour embrasser ce territoire, le territoire de cet État que nous souhaitons faire. Mais ensuite, il dit, mais cela ne veut pas dire que les musulmans doivent être expulsés ou noyés. Ce qu'il a dit là montre clairement qu'il n'avait pas d'intention, qu'il ne participait à l'intention de la 3e catégorie supposée de l'entreprise criminelle commune. Lors de la session de travail de l'Assemblée, le 12 mai 92 à Banja Luka, Mladic a dit clairement qu'il avait l'intention de vivre côte à côte avec les musulmans de Bosnie et qu'il était contre le concept qu'il fallait expulser ou bien noyer les musulmans. L'absence de cette intention et elle est différente des autres membres impliqués dans l'entreprise criminelle commune est corroborée par la déposition du témoin Donia qui a dit dans sa déposition que Mladic a émis des mises en garde sévères contre les activités propagées ou proposées par les dirigeants serbes politiques serbes lors de la 16e session de l'Assemblée. De plus, il l'a bien dit que Mladic a fait toute une série de déclarations exprimant ses préoccupations quant aux objectifs formulés par les dirigeants politiques qui impliquaient l'administration serbe dans les zones où n'habitent pas les Serbes. La pièce P 2141, en date du 25 octobre 1995, dans laquelle l'état-major principal de la VRS, le département chargé de la sécurité, a autorisé les unités subordonnées de participer à l'échange des prisonniers musulmans contre des prisonniers serbes, nie clairement toute possibilité de l'existence de l'intention de Mladic de détruire un groupe protégé des musulmans de Bosnie et des Croates de Bosnie. De façon similaire, la pièce P 2142, en date du 16 juin 1994, et P 2143, en date du 21 janvier 1995, démontrent aussi que le département chargé de la sécurité de l'état-major principal de la VRS avait autorisé les négociations visant à procéder à l'échange des musulmans
des prisonniers musulmans contre des prisonniers serbes. De plus, nous avons aussi la pièce P8167 en date du 20 juillet 1995. Il s'agit du procès verbal de la réunion entre l'ONU et le général Mladic qui dit clairement son intention d'échanger tous les prisonniers détenus par la VRS contre tous les prisonniers détenus par les musulmans. Monsieur le Président, nous avons plusieurs pièces à conviction qui démontrent que le général Mladic était favorable à une cessation complète des hostilités et en faveur d'un accord de paix. Nous avons la pièce P2198 en date du 17 juin 1995 qui documente la réunion entre le général Mladic et le général Janvier, dans lequel Mladic dit qu'il a été favorable pour que l'on finalise l'accord et qu'il était d'accord pour établir le cessez-le-feu sur tout le territoire. De façon semblable, la pièce P2050 en date du 14 mars 1995, où l'on fait état de la réunion entre Akashi, Mladic et l'autre côté, à savoir les violations des cessez-le-feu du côté de l'armée de Bosnie-Herzégovine. De plus, la pièce P332 en date du 30 mai 1992, où on fait l'état de la réunion entre le général Mladic et les colonels Wilson, ayant pour l'objectif l'organisation d'une réunion avec l'armée de Bosnie-Herzégovine pour discuter les cessez-le-feu à Sarajevo, alors même que Sarajevo refusait de telles tentatives. Et puis, pour terminer, P18 en date du 12 janvier 1995, où Mladic était d'accord de façon très précise pour compléter l'accord sur la cessation des hostilités avec les deux côtés au conflit. Je voudrais continuer à décrire les crimes du génocide par rapport au chef 1 et 2. Car nous contestons la base du procureur quand il s'agit de ces chefs. Le président, Monsieur le Président, pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner la source de cette citation pour la session de travail de Banja Luka? Vous pouvez le faire plus tard. Monsieur Ivetic, le génocide est un crime qui est punissible en vertu de l'article 4 du statut du tribunal pénal international et est ancré dans le droit coutumier international. Comme il a été nommé, le génocide diffère des autres crimes dans la mesure où il demande l'intention spéciale ou bien le dolus spécialiste. Pour retenir le chef du génocide, l'auteur doit posséder le mens rea requis. L'intention génocidaire exige un élément supplémentaire mis à part l'élément mental qui va refléter les actes génocidaires que l'on allègue dans l'acte d'accusation contre l'accusé. Cette intention génocidaire spécifique consiste de 3 éléments, à savoir l'intention de détruire le groupe protégé, l'intention de détruire un groupe en partie ou en totalité, et puis ce groupe protégé doit être défini soit par son appartenance ethnique, nationalité, par la religion ou race. Les chambres de première instance précédentes avaient déjà dans le passé mis l'accent sur le fait que l'intention est un facteur mental qu'il est difficile, voire impossible à déterminer. Ces présomptions sont formées sur la base d'une détermination cas par cas et sur la base des moyens de preuve présentés
pendant le procès. Le jugement Akayesu, paragraphe 523 et 524. Quand l'on n'a pas pu prouver, déterminer l'intention génocidaire, eh bien, les actes ne peuvent plus être déterminés, catégorisés comme étant actes de génocide, mais deviennent des actes appartenant à une autre catégorie, par exemple le crime contre l'humanité. Quand il n'y a pas eu d'aveu ou bien de preuves directes qui témoignent de l'intention de l'accusé, l'on formule de présomption, et ceci au cas par cas, et sur la base des moyens de preuve présentés au juge. Et c'est quelque chose que nous retrouvons dans le jugement Moussema, paragraphe 167. La défense considère que, par rapport aux arguments concernant l'actus reus, le procureur n'a pas présenté suffisamment de preuves pour conclure à l'intention de l'accusé par rapport aux critères de l'article 98 bis. Avec votre permission, je vais tout d'abord parler de l'actus reus, de l'élément actus reus du général Mladic par rapport au chef 1. Dans les chefs 1, Mladic est accusé de génocide dans les municipalités de Foča, Ključ, Kotor-Varoš, Prijedor, Sanski Most et Vlasenica. Et c'est quelque chose qui figure dans le paragraphe 37 de l'acte d'accusation. D'après l'acte d'accusation, la campagne de persécution ou l'escalade qu'elle a provoquée ont donné lieu à des actes motivés par l'intention de détruire en partie les groupes nationaux, ethniques et ou religieux, musulmans et ou croates de Bosnie comme tels. Dans ces 7 municipalités, une partie importante des groupes a été démontrée, à savoir leurs dirigeants ainsi que le nombre de leurs membres. Ils ont été la cible d'actes visant à les éliminer. Les actes génocidaires que l'on énumère, eh bien, c'est 1. Le meurtre. Ensuite, l'atteinte grave à l'intégralité physique ou mentale des musulmans de Croates et des Croates de Bosnie pendant leur détention, notamment dans les centres de détention. Et puis, petit c, détention de musulmans et de Croates de Bosnie dans des conditions d'existence devront entraîner leur destruction physique par des traitements infligés. Monsieur le Président, l'on n'a pas présenté suffisamment de preuves pour prouver l'acte du génocide dans ces municipalités. Le démographe, l'expert en démographie du procureur expert Eva Tableau a déposé, et elle a dit que 2,6% des musulmans ont été tués en Bosnie. Le 18 novembre, elle a dit que les Serbes de Bosnie ont perdu le plus grand pourcentage de leur population dans la guerre, comparé à la population des musulmans de Bosnie ou des Croates de Bosnie. Et elle a dit que finalement, il n'y a eu que très peu de différences en ce qui concerne les pertes au sein des différents groupes ethniques. La défense est consciente du fait que la détermination du génocide ne tient pas seulement d'évaluations chiffrées, mais cela peut en constituer un élément. Et je voudrais attirer votre attention sur le jugement de la Cour pénale internationale de justice concernant l'application de la Convention et la prévention des crimes de génocide Bosnie-Herzégovine contre Serbie et Monténégro le 26 février 2007 et qui n'a pas trouvé, au-delà de toute doute raisonnable, que le meurtre des membres du groupe protégé en 92 dans les municipalités avait en soi une intention génocidaire. Monsieur le Président, plusieurs affaires ont été jugées devant ce tribunal invoquant
la commission du crime de génocide dans les municipalités, mais ces crimes n'ont jamais été retenus. Dans la chambre de première instance, dans l'affaire Stankic, on n'a pas trouvé d'intention spéciale génocidaire pour détruire le groupe protégé des musulmans de Bosnie ou des Croates de Bosnie. La chambre de première instance dans l'affaire Stankic n'a pas trouvé qu'il y a eu des personnes qui avaient cette intention spéciale de détruire les musulmans et les Croates en tant que groupe. Et ils ont parlé spécifiquement des objectifs stratégiques. La chambre d'appel dans l'affaire Stankic a retenu l'acquittement en ce qui concerne le chef du génocide en concluant qu'il n'y a pas eu suffisamment de preuves à l'appui de cette charge. La Chambre de première instance dans l'affaire Sikirica a trouvé que la doctrine politique générale des dirigeants des Serbes ont bel et bien persécuté la population non serbe à Prijedor, mais ils n'ont pas trouvé qu'il y a eu que cette doctrine avait cette intention. La doctrine politique avait en soi l'intention génocidaire. Nous considérons à nouveau que le procureur, ici non plus, n'a pas réussi à prouver le contraire. De plus, le tribunal a reconnu dans l'affaire Stankic que les Serbes avaient des structures pour commettre le génocide. S'ils avaient l'intention de le faire, dans l'affaire Stankic, on a conclu que 23 000 personnes étaient enregistrées comme des personnes étant passées par le camp de Trnopolje, alors que le nombre total de personnes tuées n'a pas dépassé 3 000. De façon similaire, le tribunal avait jugé aussi de l'affaire Krajčnik, où l'accusé avait été commis du génocide. Cependant, la Chambre n'a pas établi qu'il y a eu génocide. De plus, la Chambre d'appel dans l'affaire Brjanin a retenu l'acquittement du chef de génocide vu que la Chambre n'a pas trouvé de preuves à l'appui de l'intention de détruire un groupe protégé. De plus, dans l'affaire Brjanin, on a mentionné de façon spécifique l'absence d'éléments du génocide dans la RAC après avoir examiné le meurtre à Koričanske Stijene, le meurtre, le traitement des prisonniers à Keraterm, Omarska, Trnopolje, les incidents à Prijedor, Ključ et Sanski Most. Et puis je voudrais aussi, avant de continuer, vous dire que la 16e session de travail de l'Assemblée est le document P431 la citation du général Mladic se trouve à la page 39. Et je vais vous demander de me permettre de faire une référence au génocide à Rwanda, où après avoir enquêté de façon répétée par rapport à l'existence éventuelle du génocide à Rwanda, les événements auxquels on a fait référence, c'était les éléments qui relevaient des connaissances communes. Dans l'affaire Carmera, on a confirmé que les contextes de la société dans laquelle l'accusé opérait avait une influence, des conséquences directes sur le chef d'accusation. Paragraphe 36 de la décision du procureur concernant l'affaire interlocutoire et la décision sur la décision du 16 juin 2006. Nonobstant le fait la possibilité que la Chambre accepte uniquement le génocide serait contraire au principe des responsabilités pénales individuelles et que celle-ci ne pourrait pas être retenue. Donc il faudrait examiner les preuves à la lumière du contexte général des faits. En l'absence des moyens directs que les auteurs physiques des crimes ont commis, les crimes dans les municipalités, avaient l'intention génocidaire au moment
où ils les ont commis, la Chambre ne peut pas conclure à l'existence de l'intention spécifique d'un certain nombre de facteurs ou des circonstances. Nous considérons que les moyens de preuve présentés dans les 7 municipalités pour lesquelles on a introduit le chef du génocide ne sont pas du niveau pour qu'un juge de faits raisonnable puisse conclure à la commission et à l'existence de l'intention génocidaire. La Chambre d'appel Karadzic a noté que le transfert forcé ne constitue pas un acte de génocide en soi, mais qu'il faut que les circonstances mènent à la disparition ou la mort d'une partie de la population déplacée. Et ceci peut être considéré comme un crime sous-jacent. La Chambre de première instance dans l'affaire Kayishema a conclu qu'un accusé ne peut pas être tenu responsable d'avoir porté atteinte à l'intégrité mentale de victime si cette atteinte a été infligée alors que l'on nourrissait une intention génocidaire spécifique de détruire le groupe protégé. Je cite là le paragraphe 112 du jugement Kayishema. Dans sa conclusion, la Chambre du TPIR a créé un précédent qui restreint le crime de génocide et qui, en conséquence, augmente la charge de la preuve que l'accusation doit montrer. Et nous faisons valoir que l'accusation n'a pas présenté suffisamment d'éléments de preuve pour prouver que le général Mladic nourrissait une intention génocidaire spécifique et qu'en conséquence, il a droit à ce que l'accusation portée à son encontre, s'agissant des atteintes graves à l'intégrité mentale, soit rejetée. L'accusation affirme que l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune a été mis en œuvre via les directives de la VRS. Là encore, nous aimerions mettre l'accent sur la déposition du général Milovanovic, portant sur la directive 7, dans laquelle le général Mladic a retiré 2 éléments qui avaient été autorisés par le président Karadzic dans sa propre directive 7.1. Premier élément, et ce pour rafraîchir la mémoire des juges de la Chambre, il s'agit d'une phrase controversée disant qu'il fallait créer des conditions insupportables pour la population civile de Jepa et Srebrenica. Deuxième élément qui a été retiré, c'est la phrase portant sur la séparation de Srebrenica et Jepa ou de Jepa de force. Le général Milovanovic déclare que l'accusé a assumé une responsabilité personnelle lorsqu'il a décidé de ne pas exercer de pression sur la population civile et partant de ne pas adopter chaque élément de la directive 7 de Karadzic. En conséquence, on ne peut affirmer que Mladic a partagé le même objectif commun, encore moins l'objectif de commettre le génocide. L'acte d'accusation reproche au général Mladic d'avoir commis des crimes contre les musulmans de Bosnie à Srebrenica qui ont commencé les jours précédant le 11 juillet 1985 et ce jusqu'au 1er novembre 1995. Le général Mladic a participé à une entreprise criminelle commune visant à éliminer les musulmans de Bosnie à Srebrenica en tuant des hommes, des jeunes garçons de Srebrenica et en chassant de force les femmes, des jeunes enfants et des hommes âgés de Srebrenica, ce qui revient à commettre le crime de génocide, de persécution, d'extermination, de meurtre, d'assassinat, d'expulsion et d'actes inhumains. La preuve essentielle sur laquelle se fonde l'accusation est celle concernant l'intention du général Mladic qui porte sur les événements de Srebrenica dans la déposition du témoin Kingori. Mais le témoin Kingori nous donne son propre récit des événements à Potocari et des discussions avec Mladic. Mais ces éléments de preuve ne sont pas dignes de foi. Kingori a déposé qu'il avait attesté de l'évacuation de civils et que cette évacuation avait été montée de toutes pièces par la VRS. Le général Nicolai a confirmé que les Nations Unies et que le ministère de la Défense néerlandais avaient convenu de l'évacuation comme étant une nécessité humanitaire et avait instruit au colonel Karmans de demander au général Mladic de permettre cela pendant la première réunion. Je cite là les pages 10653 à 10654 du compte-rendu. En conséquence, les actions portant sur l'expulsion ne peuvent pas être attribuées au général Mladic, encore moins, à moins que les Nations Unies et le ministère de la Défense néerlandais eux-mêmes aient été co-auteurs de ces actes. De plus, il faut rappeler que,
alors que Kingori a affirmé que les musulmans de Bosnie, de Srebrenica, étaient complètement démilitarisés, cette version ne cadre pas du tout avec les témoins du bataillon néerlandais qui sont venus déposer, notamment Elko Koster, page du compte-rendu 1266 à 1267 et 1278 à 1279, ainsi que la déposition du témoin Van Duyn, page du compte-rendu 6281 et du témoin Koster, page du compte-rendu inaudible pour l'interprète. Les éléments de preuve montrent que les musulmans de Bosnie et de Srebrenica n'étaient pas démilitarisés et avaient même menacé le bataillon néerlandais. Donc la déposition de Kingori n'est pas digne de foi. En outre, les recherches de M. Butler de 1995 n'ont retrouvé aucun ordre du général Mladic qui ordonnait particulièrement d'exécuter les prisonniers. Il s'agit de la page 16573 et 16574 du compte-rendu. Messieurs les juges, la défense aimerait rappeler à la Chambre que l'accusation, dans sa déclaration liminaire, a confirmé et a concédé que l'action militaire de la VRS contre Srebrenica pour arrêter les raids de l'armée de Bosnie-Herzégovine constituait une action militaire légitime. Et le témoin expert à charge, Richard Butler, a confirmé cette évaluation de l'accusation. De même, Butler a confirmé que les opérations de combat de la VRS contre la colonne musulmane de Bosnie qui partait de Suntsiari étaient également une action de combat légitime. Cela se retrouve à la page 16653 du compte-rendu. Butler déclare, et je cite, « Je ne vois aucun conflit particulier s'agissant de la colonne qui a battu en retraite de Srebrenica et qui a percé les lignes vers des lignes amies. » Fin de citation. Et il ajoute, je cite, « Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises lors de dépositions, la colonne telle qu'elle a été constituée, malgré le fait qu'il y avait une nature mixte dans cette colonne constituait, à mes yeux, une cible militaire légitime. Voilà pourquoi elle a été soumise à une embuscade. » Fin de citation. En outre, nous aimerions avancer qu'il n'y a pas d'éléments de preuve montrant la présence du général Mladic sur l'un des sites d'exécution présumés, à l'exception de la déposition du témoin RM255. Nous avons déjà abordé cette déposition et l'accusation elle-même a dit qu'elle n'allait pas se fonder sur cet élément de preuve. Je cite là la page du compte-rendu 1179, 1179 effectivement. En outre, les éléments de preuve sont clairs et l'accusation a concédé que le général Mladic avait quitté Srebrenica et la zone d'opération de la VRS à partir du 14 juillet 1995. Même si le moment précis de son retour est encore contesté entre les parties, les éléments de preuve montrent clairement que les meurtres qui ont eu lieu en l'absence du général Mladic. L'accusation n'a pas présenté d'éléments de preuve montrant que le général Mladic disposait de moyens de communication sûrs pendant cette période, soit avec les unités de la VRS ou avec d'autres membres présumés de l'entreprise criminelle commune, tels que le président Karadzic, pendant cette période, pour permettre qu'il ait eu connaissance ou qu'il ait participé au meurtre. La Chambre d'appel dans l'affaire Karadzic, dans sa décision relevant de l'article 98 bis du règlement, lorsqu'elle a réintégré le chef de génocide pour les municipalités, se concentrant sur les centres de détention,
qui avait été utilisé pour arriver à une destruction civile s'est prononcé. Mais dans le contexte de Srebrenica, nous n'avons pas d'éléments de preuve de la sorte. Au contraire, nous avons montré des éléments de preuve selon lesquels les échanges de prisonniers avaient été planifiés. Dans la pièce P 2141, datée du 25 octobre 1995, nous voyons que le département de la sécurité de l'état-major principal de la VRS autorise les unités subordonnées à procéder à un échange de prisonniers musulmans avec le camp musulman contre des prisonniers serbes. De même, la pièce P 2142, datée du 16 juin 1994, et la pièce P 2143, datée du 21 janvier 1995, qui montrent également que ce département de la VRS autorise les unités subordonnées à entamer des négociations pour échanger des musulmans prisonniers contre des prisonniers serbes. Même chose pour la pièce P 816, datée du 20 juillet 1995, qui consigne une réunion entre les Nations Unies et le général Mladic. Et le général Mladic donne clairement son intention d'échanger tous les prisonniers qui sont sous la garde de la VRS avec le camp musulman contre tous les prisonniers serbes. Alors, j'aimerais rappeler au juge de la Chambre que l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale imposée, pour qu'elle entre dans le champ d'application du crime de génocide, doit avoir été commise dans l'intention de détruire le groupe protégé en tant que tel. Et le 14 juillet 1995, le général Mladic a rencontré le général Smith de la Fort-Pronu et ils conviennent de permettre au CICR d'examiner des prisonniers de Srebrenica pour s'assurer que leurs conditions respectent les conventions de Genève. Je cite là la pièce D410. Et cet élément de preuve bat en brèche la présomption selon laquelle le général Mladic avait l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique ou mentale des détenus. De plus, dès le mois d'avril 1994, nous avons des éléments de preuve montrant que le général Mladic a rencontré le général Wallgren des Nations Unies et a fait 3 propositions s'agissant de Srebrenica. Pièce 2469, petit a. Les Nations Unies pourraient envoyer des camions vides pour emporter les musulmans de Srebrenica. Petit b, si le commandant musulman à Srebrenica, Nasser Oric, ne permet pas à son peuple de partir de la sorte, le camp serbe pourrait ouvrir un couloir permettant aux civils de passer en territoire tenu par les Serbes à pied, vers un endroit où des autocars les attendraient. Ou, petit c, étant donné que les civils n'étaient pas la cible de l'armée des Serbes de Bosnie-Herzégovine, les musulmans pourraient rendre leurs armes et laisser la population rester à Srebrenica. Les musulmans à Srebrenica, a-t-il dit, devraient se rendre à mes forces ou aux vôtres. Cependant, d'après le droit international, il faudrait que la reddition se fasse à nous. Il a demandé que cette proposition soit transmise à l'autre camp. Fin de citation. La défense aimerait également attirer l'attention des juges de la Chambre sur les déclarations faites par le général Mladic à l'hôtel Fontana, qui doivent être reprises dans leur contexte et dans le contexte des déclarations faites l'année précédente, lors de la réunion avec le général Wallgren, pièce P 2469. Alors, lorsque l'on prend dans leur contexte ces déclarations préalables, il est clair que le général Mladic se concentre sur les 5000 combattants armés de Nasser Oric. Il pense qu'ils sont toujours avec les civils et que s'ils sont désarmés, personne ne doit quitter Srebrenica. Une telle interprétation restreinte de ces mots concorde avec ces déclarations faites au public à Potocari, pièce P 1147. Je cite. J'ai reçu les représentants de cette population ici, aujourd'hui, et ils m'ont demandé de permettre aux civils qui veulent quitter le territoire de passer sur le territoire contrôlé par les musulmans et les Croates. Notre armée ne voulait pas combattre les civils ni les forces de la Fort-Pronu. Nous avons organisé un transport pour ces civils, les vivres, l'eau, les médicaments. Dans un premier temps aujourd'hui, nous ferons évacuer les femmes
les enfants et les personnes âgées, ainsi que d'autres personnes qui désirent quitter cette zone de combat de leur propre gré, sans aucune force que ce soit. Fin de citation. Il s'agissait des pages 55 et 56. Je continue ma citation. Oui, Srebrenica est libre, mais comme je l'ai dit à d'autres représentants, il existe encore des groupes qui combattent. Il y a encore de la résistance. J'ai également ordonné que leurs soldats nous rejoignent librement et rendent leurs armes, et ils l'ont accepté. J'espère que cette partie du problème peut être résolue sans blesser des civils. Et ces femmes, ces enfants et ces personnes âgées, ce n'est pas leur faute si Aliya et sa politique les a attirés. Fin de citation. De plus, nous aimerions attirer l'attention des juges de la Chambre sur la déposition du témoin RM 253, portant sur un autre discours attribué au général Mladic à Sandici. Ce discours montre clairement l'intention du général Mladic, qui n'est pas dirigé vers la destruction du groupe protégé de musulmans de Bosnie et de Croates de Bosnie, mais qui est plutôt dirigé vers les échanges de prisonniers, car il dit que tous seraient échangés. Il s'agit de la pièce P 1547, sous-scellé, paragraphe 20. De plus, un témoin clé à charge, Erdemovic, dans sa déposition, page 13779 du compte-rendu, a déclaré qu'il n'avait jamais entendu quelque conversation que ce soit indiquant que l'objectif de la VRS était de détruire le groupe protégé de la population bosnienne. Nous faisons valoir que l'accusation n'a pas présenté suffisamment d'éléments de preuve montrant le contraire. Sur la question de l'intention génocidaire et dans le cadre de cette audience relevant de l'article 98 bis du règlement, la défense aimerait conclure par ces mots. Elle est consciente que les tribunaux sont libres dans leur appréciation des éléments de preuve. Mais nous aimerions également rappeler au juge de la Chambre l'affaire Jelicic, dans laquelle l'accusé a montré publiquement son intention de détruire le groupe musulman en tout ou en partie en proférant des mots tels que les suivants. 20 ou 30 personnes devaient être tuées avant de pouvoir boire mon café tous les matins. Cependant, il a également amnistié des détenus musulmans. Nous avons un exemple bien connu, celui d'un musulman qui a été forcé de jouer à la roulette russe avec M. Jelicic et qui a été libéré par la suite. En appréciant les éléments de preuve, la Chambre a mis l'accent sur les éléments de preuve exculpatoires qui l'ont mené à conclure que il y avait certaines incertitudes autour de l'intention de détruire le groupe en tout ou en partie et que les meurtres de M. Jelicic étaient arbitraires. Dans cette affaire, les juges de la Chambre ont appliqué le principe in dubio pro reo. Et en l'espèce, il y a à peine des éléments de preuve dans la même veine. De plus, la Chambre d'appel dans l'affaire Perisic, dans son arrêt, a apporté quelques conclusions. Et l'on peut déduire que lorsque les éléments de preuve contiennent un témoignage ou plus qui sont contradictoires ou d'autres formes d'éléments de preuve incohérents, il ne suffit pas à la Chambre de simplement reconnaître son existence. Une analyse des éléments de preuve avec une justification du fondement doit également être apportée. À la lumière de tous les arguments présentés, la défense fait valoir que le général Mladic a droit à ce que l'accusation sur son intention génocidaire soit rejetée, au motif pris de ce que l'accusation n'a pas présenté suffisamment d'éléments de preuve pour étayer ces accusations. Messieurs les juges, ceci conclut mes arguments et au nom du général Mladic et du reste de mon équipe, je tiens à vous remercier de votre attention. Le juge Jory, merci, maître Ivetic.
Monsieur Groom, vous deviez commencer demain. Je pense qu'il serait plus sage d'attendre demain pour que vous ayez l'occasion de vous préparer. Monsieur Groom, oui, merci, monsieur le juge. Le juge Ori, avant de lever l'audience, Maître Ivetic, j'ai demandé de nous donner la source de la citation que vous m'avez donnée, la page 39 de la séance de l'Assemblée de Banja Luka. Vous avez dit la chose suivante lorsque vous avez repris la citation. Et vous parliez de l'opposition bien claire du général Mladic à l'adoption des 6 objectifs stratégiques lors de l'Assemblée. Vous l'avez cité ayant dit, je cite, « Nous devons en appeler à tout homme qui a placé son front sur le sol pour louer ces régions et le territoire de l'État que nous voulons créer. Lui aussi, il a sa place avec nous, à nos côtés. » Fin de citation. J'ai retrouvé à la page 39 une citation et je me concentre sur le mot front, forehead en anglais, et je vous cite ce que j'ai retrouvé. Nous invitons toute personne dont le front a touché notre sol, mais en premier lieu les Serbes, à commander. Mais je nommerai quelqu'un, quelle que soit son origine. Fin de citation. Voilà la citation que j'ai retrouvée à la page 39 pour la version anglaise en tout cas. Vous avez ensuite poursuivi en disant, et je cite, « Mais cela ne veut pas dire que les musulmans doivent être expulsés ou noyés. » Fin de citation. Alors je tiens à dire que j'ai quelques difficultés à lier les premières lignes de votre citation avec ce qui a suivi, parce que je ne vois pas en quoi cela est cohérent. Donc ça, c'est une première chose. Je n'ai rien trouvé à la page 39 qui soit lié à votre première citation, disant que cela ne veut pas dire que les musulmans doivent être expulsés ou noyés. Et je me demandais si vous aviez utilisé une autre traduction anglaise que la mienne. Donc je voulais vous demander de vérifier ce passage et de voir s'il y a eu un petit problème avec la version anglaise lors de la traduction de la séance de l'Assemblée de Banja Luka. Maître Ivetic, je vais le faire. Moi, je travaillais sur une capture d'écran d'une partie de la traduction PDF. Je vais voir cela et je vais comparer cette version avec la version disponible dans le prétoire électronique. Je reviendrai vers M. Groom avant le début de l'audience de demain et je lui donnerai la référence exacte, le juge Jory. C'est une page où le mot front, forehead en anglais, apparaît. C'est ce que j'ai vu. Mais je crois que M. Mladic voudrait vous consulter. Yes. My client also remember. Maître Ivetic, mon client se souvient également des termes en relation avec la RSFY. Je vais vérifier la pièce à conviction officielle et revenir vers vous et regarder comme cela a été consigné au compte rendu d'audience. Et je reviendrai vers vous de façon informelle et voir et vérifier cet email. Si nous avons le temps de le préparer, nous allons préparer demain pour que ça puisse être consigné. Et nous vous communiquerons les résultats de notre enquête. Merci. S'il y a une question de traduction, il est préférable peut-être de le faire maintenant, Maître Ivetic, absolument. Alors,
Il n'y a pas d'autres moments, pas d'autres questions à l'heure du jour, donc nous allons lever l'audience et reprendre demain matin pour entendre les arguments de l'accusation le 18 mars à 9h30 dans le même prétoire.